Ibrahim, je disais qu'on va vous laisser la parole, le soin de vous présenter. L'autre va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il s'agit de Madame Baké, donc elle avait un peu oublié. Donc voilà, mais elle va se connecter d'une minute à l'autre. Ibrahim, on vous laisse la parole, le temps de vous présenter avant d'aller directement dans le vif du sujet, hein. D'accord. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'abord pour l'initiative. En fait, on peut dire que ce panel nous permettra d'échanger aussi, de partager aussi sur un domaine aussi, on peut dire, qui est d'actualité. Je suis vraiment Traoré. Je viens de terminer ma formation en monétique en action sécurisée. En même temps aussi, je suis aussi le responsable informatique aussi d'une entreprise e-commerce sénégalaise qui est basée à Dakar, Soumari.com. Et vous pouvez répéter, Je suis le oui, responsable. allez-y. Alors, vous me savez, Si on vous reçoit, je disais que vous êtes responsable de quelle structure? je suis le responsable informatique d'une entreprise sénégalaise e-commerce qui est Soumari.com. Nous sommes basés à Dakar. Mhm. D'accord, hein. D'accord. D'accord, merci Ibrahim. Donc, on va directement laisser le soin à Abdou Karim, oui, lui aussi de se présenter, hein. Abdou Karim. Bonjour. Merci beaucoup à vous. Moi, c'est Abdou Karim, je suis spécialiste de la fraude monétique et la gestion du risque opérationnel. Ensuite, je suis aussi spécialiste au niveau de la fraude au niveau des opérateurs télécoms. Actuellement, je travaille à la BHS en tant que responsable fraude monétique. Donc, auparavant, j'étais à la Société Générale en tant que responsable fraude pour toute la zone Afrique subsaharienne, avec laquelle on avait 11 pays sous notre charge. Voilà, en gros, on est dans la gestion du risque et de la fraude monétique. Donc, c'est justement par rapport à ce point, Ok. par rapport à ce sujet. Vous étiez à la Société Générale en quelle année? Entre 2018 et 2022. 2022. Donc, moi, j'ai quitté avant vous, hein. Donc, j'étais là-bas de 2010 à 2013, hein. Donc, j'étais là-bas. Je suis votre aîné en quelque sorte, hein. On est nos anciens, là. Voilà. On est derrière vous. Donc, ben, il n'y a pas de souci, hein. Ok, donc merci pour les deux panélistes de vous avoir présenté. Donc, on va attaquer directement peut-être avant d'attaquer le vif du sujet, faire juste un petit rappel. Donc, il faut peut-être juste préciser que ce webinaire rentre dans le cadre de la sensibilisation de la boutique 221, dont l'objectif, en fait, à titre de rappel, est que Gaïndé 2000, à sa qualité de partenaire technique, en fait, et représentant du ministère du Commerce et des PME, et dans le cadre de la résilience économique face au Covid-19, a mis en place, en fait, au Sénégal, la plateforme de commerce électronique dénommée Boutique 221. Donc, en fait, cette plateforme Boutique 221 met à la disposition des commerçants locaux, des informaticiens et les outils qui leur permettront de créer leur site e-commerce de manière très simplifiée, hein. C'est-à-dire vendre en ligne, recevoir le paiement en ligne et de livrer les marchandises. Donc, pratiquement tout le processus est fait en ligne, vendre en ligne, recevoir en ligne et de livrer la marchandise. Donc, il faut juste rappeler que c'est un travail analogue qui a été fait au niveau des chambres de commerce parce que, bon, on a effectué dans le cadre des tournées qui ont été faites les mois derniers. Donc, c'était des tournées, en fait, qui rentraient dans le cadre de la sensibilisation de boutique 221. Et ce webinaire vient en renfort de cette sensibilisation pour permettre, en fait, aux clients de se rassurer par rapport à leurs transactions. Donc, c'est pour cela que je m'avais directement posé la question à Ibrahim Traoré.
qui gère en fait tout ce qui est sécurité e-commerce. Donc, la première question, en fait, est de savoir, Ibrahim, quelles sont, en fait, les principales préoccupations des consommateurs en ce qui concerne la confiance dans les achats en ligne? Donc, est-ce que vous avez compris la question? Oui, merci beaucoup pour la Ibrahim. question. Oui, vous m'entendez? Mhm. J'ai Oui, dit oui, c'est bon. Vous pouvez y aller. merci beaucoup pour la question. Bon, concernant le thème d'abord, bon, on peut dire que, en fait, la confiance, on peut dire que c'est un facteur clé de succès dans l'e-commerce. Bon, concernant les préoccupations des clients, bon, on peut dire qu'il y en a beaucoup. Et on peut dire aussi que les préoccupations aussi, bon, ça varie aussi d'un pays à un autre et aussi d'une personne aussi à une autre personne aussi. Mais parmi les préoccupations aussi, on peut dire que, par exemple, l'une des principales préoccupations bon, pour un client qui doit faire un achat en ligne, bon, et par exemple, le fait par exemple, de ne pas pouvoir voir le produit, ni le toucher, et aussi par exemple aussi, si aussi par exemple la plateforme aussi, bon, elle est fiable ou pas, quoi. C'est pour ça que, bon, parmi les préoccupations, vu qu'il y en a beaucoup, bon, je vais citer quelques-unes, par exemple, à savoir d'abord la sécurité. Par exemple, le client d'abord se soucie d'abord, par exemple, de la sécurité de la plateforme. Parce que supposons, par exemple, qu'on doit acheter un produit sur une plateforme, par exemple, où on doit aussi payer aussi, par exemple, avant de recevoir le produit. Donc, il y aura les non-données personnelles qui seront là-bas, qui seront échangées. Donc, on peut dire que la sécurité là-bas sera primordiale. Il y a aussi bon, la fiabilité aussi des vendeurs aussi. Si par exemple le vendeur bon, est fiable ou pas aussi, ça aussi, ça entre en jeu aussi. Les vendeurs aussi, les consommateurs aussi bon, se posent aussi ces questions aussi avant aussi d'effectuer aussi un achat en ligne. Bon, ça va aussi, bon, si par exemple l'entreprise e-commerce aussi bon, a aussi par exemple un bon service clientèle par exemple qui est disponible et réactif par exemple pour pouvoir les aider maintenant dans le processus d'achat. Il y a aussi, par exemple, aussi, qualité aussi des produits aussi. Savoir aussi, par exemple, les descriptions, toutes les caractéristiques des produits Ibrahim, aussi. apparemment, vous êtes un peu loin du micro, hein? Ibrahim, Oui, vous êtes un peu loin du micro. On vous entend un peu loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? allô? Oui, oui, on vous entend, mais c'est comme qui dirait que vous êtes un peu loin du micro, hein? Non, en fait, j'ai mis des écouteurs sur moi, c'est ça aussi. Ouais, bah, Mais c'est Hamna, bon, ça doit c'est être bon. cela. Ouais, ouais. Mais vous savez maintenant, oui, c'est bon. Oui, ouais, on vous reçoit. C'est juste que vous étiez un peu loin du micro, mais si on peut améliorer un peu, tant mieux donc, pour nous. Oui, mais maintenant, c'est bon. Allez-y, allez-y. Oui. Bon, je disais que la confiance, elle est primordiale pour la vente en ligne parce qu'on peut dire que c'est un facteur clé de succès. Au cas où si vous ne le pas bien, mais si vous n'hésitez pas aussi à m'interroger aussi. Bon, je dirais que les préoccupations bon, pour un consommateur sont nombreuses. Hein, parce que aussi, du fait que, par exemple, cela a été au fait que, par exemple, le client, pour un achat en ligne, ne peut pas, par exemple, voir le produit, ni le toucher. Et puis aussi, par exemple, aussi, doit aussi, par exemple, effectuer un paiement en ligne sur la plateforme. Donc, on peut dire aussi que bon, les préoccupations aussi, ça peut varier aussi d'un pays à un autre, mais aussi bon, d'une personne aussi à une personne aussi. Bon, parmi les principales préoccupations, on peut dire qu'il y a la sécurité, par exemple. Les clients, les consommateurs ou bien l'acheteur, avant d'effectuer, par exemple, un achat, bon, se pose d'abord la question d'abord, ou bien savoir d'abord, recherche d'abord si la plateforme en question est sécurisée ou pas. Parce que on ne peut pas, par exemple, venir effectuer un paiement sur une plateforme alors que cette dernière, par exemple, n'est pas sécurisée. Il y a aussi bon, la fiabilité aussi bon, du vendeur ou bien aussi bon, de l'entreprise en quelque sorte. Les consommateurs, par exemple, peuvent aussi éviter aussi, par exemple, peuvent éviter aussi, lorsque aussi c'est lors d'un premier achat aussi, à savoir si, par exemple, l'entreprise ou bien le vendeur est fiable ou pas. À savoir aussi, bon, si le service clientèle aussi, bon, est disponible et réactif aussi, pour pouvoir aussi les aider aussi dans le processus d'achat aussi. Il y a aussi, par exemple, aussi, la qualité aussi des produits. Parce que vu que le client bon, ne peut pas toucher le produit ni le voir aussi, bon, il se pose aussi des questions aussi, à savoir aussi sur la qualité. Donc,
c'est important aussi bon, de pouvoir aussi donner toutes les caractéristiques du produit. Il y a aussi, bon, par exemple, aussi, sur aussi les délais de livraison aussi. Ça aussi, bon, ça fait partie aussi des préoccupations aussi des clients aussi. Il y a aussi, bon, les politiques de retour aussi et de remboursement. Par exemple, les clients aussi se posent aussi des questions aussi, par exemple, en cas de problème, en cas de, par exemple, si le produit est défectueux, par exemple, ou bien si le produit ne répond pas à la attentes, par exemple, quelles sont les mesures qui sont mises en place aussi. On peut dire que toutes ces préoccupations-là font que, bon, pour une entreprise de vente en ligne, bon, c'est primordial aussi, bon, sur la plateforme, par exemple, qu'il y ait là-bas ce qu'on dit le CGV, qui est les conditions générales de vente. Par exemple, là-bas, on peut dire que là-bas, le vendeur, bon, va, ou bien l'entreprise, bon, qui vend, va bien rédiger d'abord l'ensemble des conditions de vente bon, qui pourront aussi bon, répondre aux politiques, aux préoccupations des clients bon, afin d'instaurer la confiance pour que ce dernier puisse effectuer son achat. Allô? Allô, oui, monsieur Traoré, on vous entend très bien. Oui. Ok, donc tout à l'heure, on a vu Mme Baké rentrer. Je pense qu'elle a un petit souci de connexion. Donc, on l'attend toujours. Donc, merci, monsieur Ibrahim Traoré. Donc là, vous étiez en train de parler de quelques problèmes par rapport aux préoccupations de la clientèle. Donc, et parmi les problèmes qui ont été soulevés, donc le premier, c'est que le client, en fait, a un problème de toucher. Donc, ce qui fait que, voilà, donc, beaucoup de clients hésitent à faire des commandes parce qu'ils se disent que est-ce que le produit que je vois sur mon écran sera le même produit qui me sera livré. Donc, c'est en quelque sorte cette peur-là que les clients, en fait, sont confrontés. Il y a aussi, vous avez aussi parlé de délai de livraison. Donc, est-ce que, voilà, donc, pour des produits qui sont parfois périssables ou des produits qui peuvent, voilà, donc, être exposés au soleil et connaître une détérioration. Donc, tout cela fait que parfois, le client a peur de commander pour se dire que est-ce que le produit sera livré à temps. Donc, vous avez aussi parlé de problème de remboursement. Donc, si vous n'êtes pas satisfait du produit, est-ce que vous serez remboursé ou pas? Donc, je pense que tous ces points-là méritent réflexion et peut-être la législation a trouvé une solution ou essayer de trouver une solution par rapport à tout cela. Donc, peut-être on va y revenir et avec M. Traoré, Ibrahim. Donc, on va attaquer directement M. Abdou Oui. Karim Pouy. Oui, par rapport mon éthique à la sécurité qui touche en fait les cartes et tout cela. Donc aujourd'hui, quelles mesures de sécurité en ligne sont essentiellement pour protéger les informations personnelles des clients? Allô? Merci, Oui, monsieur Baké. C'est beaucoup. J'ai entendu la question. Alors, ok. ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des normes, principalement PCI DSS par rapport aux entreprises acquéreurs. Donc, celles qui mènent des activités acquéreurs, par exemple, si c'est des banques, il faut qu'ils soient en règle par rapport à la norme PCI DSS. Donc, c'est quoi exactement? C'est un ensemble de recommandations, de pratiques à mettre en place par rapport à la sécurité des informations, par rapport au stockage, par rapport à la manipulation des informations, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble. Donc, il y a ce qu'on appelle des risk assessments, des évaluations du risque. Donc, c'est censé être fait par phase. Ensuite, il y a des actions de rémédiation. Donc, ces actions-là vont être entreprises par l'entreprise prestataire, donc celle qui est censée faire la mission de risque. Ensuite, on passe à la rémédiation. La rémédiation, c'est comme ça que ça se passe. Mais cet ensemble, c'est pour sécuriser l'ensemble de l'activité acquérée. Monsieur Pouy, on est en train de vous perdre. Le réseau est un peu instable à votre niveau. Donc, Alors, est-ce que vous pouvez... Oui, en fait, il y a des coupures.
Donc, si vous pouvez un peu régler votre connexion, le temps de vous... Allez-y, on va essayer de voir si c'est bon. Ok, dites-moi si c'est bon. C'est bon Allez-y. pour continuer. En fait, c'est votre connexion qui est un peu instable et ça, c'est même signalé au niveau de notre écran, hein. Oui, allez-y. Bon, allez-y. Je vois Madame Baké qui est en train de se reconnecter. Oui, je m'excuse vraiment pour le retard. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, on vous s'excuser parce que bon, j'ai eu Betty tout à l'heure qui me dit que vous l'aviez un peu oublié, hein. J'avais un peu oublié. Vraiment pour... Ah, bon, je vous donc, on salue. était en train de... Oui, Mhm. allez-y. Donc, on va vous laisser, Monsieur Pouy, on va lui laisser le temps de se présenter. Après, on revient à vous, hein. Merci. Bon, je m'appelle Maguette Mbaké. Je suis la directrice et fondatrice de la structure Magipass FAL, qui est un marché digital. Mhm. Le vendeur peut vendre ses articles et puis l'acheteur aussi trouver son besoin. Donc, C'est le une projet plateforme? a commencé. C'est une plateforme digitale de vente. C'est comme le principe de Ok, Jumia et autres. Donc, nous ok, n'ouvrons pas juste ok. sur le marché digital. C'est un groupe en fait. Nous faisons aussi de la communication. Comment s'appelle la plateforme? Magifast. Magifast, ok. Magifast, oui. Donc, D'accord. c'est ça. Ça a été créé en 2021. Mhm. Donc, depuis lors, nous sommes dans le marché. D'accord. Merci, Madame Baké, pour cette excellente Après, présentation. Donc, on va revenir à vous tout à l'heure. Donc, on était en train d'écouter Monsieur Pouy qui nous parlait en fait des mesures de sécurité qui seront prises en ligne pour protéger en fait les informations personnelles des clients. Donc, c'était ça la question. Donc, on va laisser le soin de développer. On a eu quelques coupures par rapport à comment dirais-je, à son intervention. Donc, je pense qu'on va lui laisser le soin de m'excuse recommencer vraiment tout pour cela. la gêne Mhm. occasionnée. Mon retard a dû Mhm. vraiment poser des gênes. Je m'en excuse vraiment. Non, non, il n'y a pas de souci, hein. Vous n'avez pas Pas de raté souci. grand-chose. C'est juste que Monsieur Traoré a déjà, comment dirais-je, introduit en nous parlant un peu des problèmes que sont confrontés en fait les clients Mhm. par rapport à la sécurité ou bien par rapport aux transactions électroniques. Donc, cette peur-là que la clientèle a d'affronter un peu les plateformes électroniques. Et je pense que M. Traoré a développé de façon Mhm. ramasser les quelques difficultés que la clientèle a par rapport à ces problèmes-là. Et je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Donc, vous n'avez pas raté grand-chose. On va laisser le soin à M. Abdoukarim Pouy, le soin de nous parler un peu de ces mesures de sécurité qui, voilà, donc, qui sont essentielles pour protéger les informations personnelles des clients. Monsieur Pouy, vous avez la parole. Excusez-nous encore, hein. Merci, pas de souci. Alors, je disais par rapport aux entreprises acquéreurs, hein, il y a ce qu'on appelle des normes de sécurité, principalement PCI DSS, donc ce qu'il faut respecter. Donc, si c'est une banque aussi, il faut qu'elle soit en face. Maintenant, souvent, ce qui se passe, dans cette activité, elle passe au niveau des agrégateurs. Donc, cela aussi, il faut vérifier avec eux, est-ce qu'ils sont en face et ils sont bien en règle avec les normes. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est par rapport à la gestion du stockage des informations, par rapport à la gestion des données sensibles, les cartes, etc. En fait, cette Deuxièmement, norme parle de quoi exactement? la norme, c'est par rapport à la sécurité des informations, en fait, à la sensibilisation, à la sensibilité des données. Donc, c'est principalement par rapport à ça. Donc, ça se fait sous forme de mission d'audit IT opérationnel, parce qu'il y en a, c'est seulement sur la partie IT, c'est-à-dire informatique, mais il faut y rajouter une partie opérationnelle, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'activité e-commerce, donc boutique 221, c'est en général, ce qui est e-commerce. Donc, souvent, les gens disent mission d'audit PCI DSS, certification PCI DSS, mais par contre, ils oublient la partie opérationnelle. Et quand il s'agit d'une banque ou d'une banque, voilà, c'est ça, c'est une activité 100% opérationnelle. Et donc, il faut inclure cette activité là-dessus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si une entreprise est certifiée
PCI DSS, ce que ça sous-entend, c'est qu'aujourd'hui, vos informations sont censées être à l'abri, hein, donc voilà, sont censées être. Après, il faut renouveler cette certification-là. Je pense l'intervalle, peut-être, Khaled nous dira, mais notre RSSI, mais je pense qu'il faudra renouveler cette certification-là chaque 3 ans, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Mais en gros, c'est quelque chose qui est très important. Et deuxième aspect aussi, par rapport à la sécurisation des informations. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un type de fraude appelé le e-skimming. Le e-skimming, c'est le digital skimming, si vous voulez. C'est quoi exactement? Ça se présente sous forme d'attaque sur les sites des commerçants en ligne. Par exemple, sur Boutique 221, vous pouvez subir une attaque de type injection SQL. Donc, c'est des gens qui vont se trouver à distance et vont attaquer directement la base à travers des scripts injectés directement sur le livre. Et donc, les résultats, c'est quoi? Et les risques, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent accéder aux informations sensibles stockées au niveau des serveurs d'hébergement du site web. Et donc, ils peuvent vous voler les informations des cas, donc ce qui est extrêmement sensible. Ils peuvent vous voler des informations d'ordre identitaire par rapport aux porteurs, aux clients, etc. Et donc, souvent, ça fait mal et parfois, ça passe inaperçu. Donc, c'est comme ça que les informations se retrouvent sur Internet ou sur le dark web, en vente, etc. Donc, vraiment, c'est un ensemble de recommandations à respecter, à mettre en place. Donc, il y a un autre aspect aussi par rapport à la sécurisation des informations personnelles des clients. Mais là, c'est plus orienté risque aussi subi au niveau des clients. Donc, c'est par rapport à la fraude, donc sur cette activité e-commerce en tant que telle. Et comment ça se passe? Souvent, les plateformes acquéreurs, c'est-à-dire les sites en question ou les banques, celles qui offrent ce service d'hébergement de sites pour pouvoir faire du e-commerce. Donc, ces acteurs aujourd'hui, ils ne sont pas forcément en phase avec les normes. Par exemple, aujourd'hui, on parle de la technologie 3D Secure V1, donc c'était aux alentours de 2020-2021, mais actuellement on parle de la version MV 3D Secure, donc c'est la version 2.0. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important à mettre en place si vous avez une activité acquéreur parce que c'est censé renforcer la sécurité au niveau des opérations en ligne. En quoi faisant? Il rajoute une couche de sécurité en rajoutant ce qu'on appelle une authentification qui se base sur ce qu'on appelle des codes OTP. Donc, c'est des codes SMS envoyés lorsque vous initiez une opération en ligne, un achat, par exemple. Donc, ce code vous est envoyé souvent via SMS ou via email, mais d'habitude, c'est par SMS. Et vous rentrez ce code-là sur le site du marchand, et là, vous validez la transaction. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est Et là, censé monsieur Abdoukarim, excusez-moi, est-ce que parfois il n'y a pas des problèmes par rapport à ces codes-là, sachant que la majeure partie en fait des populations sont analphabètes? Quand vous envoyez un code, est-ce que c'est un code que le client peut écouter ou lire? Supposons que c'est un code qui doit être lu. Comment aujourd'hui le client va s'y prendre en fait par rapport à tout cela? Je pense que c'est des difficultés aujourd'hui par rapport à la population sénégalaise qui, lorsqu'on regarde 40 ou 45 ou voire 47% de la population est pratiquement analphabète. Et aujourd'hui, les plateformes qui sont mises en place, c'est pratiquement comme la nôtre, en fait, Boutique 221, qui, en fait, promeut un peu et essaie de développer le petit commerce et d'essayer d'aider un peu la clientèle ou les petits commerçants à se formaliser. Donc, ceux, en fait, qui sont dans l'informel. Donc, comment ce code-là, en fait, qui est généré, comme c'est un code qui est à l'écrit ou bien c'est un code qu'on écoute de façon orale? La question est pertinente hein, parce que là, si on fait référence à la réalité africaine, voire même sénégalaise, c'est un fait, c'est indéniable. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce code-là, c'est un code numérique, donc 100% numérique. Hein. Donc, ça se présente souvent sur 6 positions. Donc, c'est, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, hein, donc, c'est pas ce qui va être envoyé, mais c'est un exemple. C'est comme ça que ça se présente, en fait. Et on est censé rentrer ce code sur le site marchand. Maintenant, la question principale par rapport à ce sujet, justement, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des équipes, des
projet, ceux qui implémentent la plateforme en tant que telle, vont faire un choix. Donc, ce choix-là, il va se baser, s'ils le font, sur ce qu'on appelle un risk assessment ou une évaluation du risque, ou peut-être une évaluation simple de l'activité des clients. Maintenant, en fonction de leurs habitudes, s'ils voient que ces clients-là, aujourd'hui, ils sont habitués à faire du SMS, bah, ils vont envoyer ce code-là via SMS. Maintenant, s'ils voient que les clients sont habitués à faire du mailing et emailing, ils sont à l'aise avec ça, ils l'envoient par mail. Mais aujourd'hui, sauf erreur, je n'ai pas encore vu de code OTP envoyé par audio, etc. Mais ce qui existe, c'est les canaux SMS, mail et la version, par exemple, authentification via une application propriétaire, quoi, avec les informations biométriques. Maintenant, ce que ça implique, je pense que ça touche un autre sujet, c'est lié à ça, c'est justement une optimisation pour pouvoir cibler les populations analphabètes, parce que c'est quelque chose de très intéressant aussi. Il y a ce qu'on appelle, sur la solution 3D Secure, il y a ce qu'on appelle des règles RBA. Donc, c'est les règles à mettre en place par rapport aux habitudes des clients. Donc, je donne un exemple. Donc, si aujourd'hui, Khalid Baké, il est habitué à aller sur le site 221, il fait des achats avec son smartphone sur la même adresse IP, même appareil, même type de navigateur, etc. Le système va le reconnaître. Et comment il va le reconnaître? Il crée ce qu'on appelle une empreinte digitale, donc ce qu'on appelle le device fingerprint. Donc, cette empreinte-là, cette empreinte va être associée à Khalid Baké. Maintenant, si jamais Khalid Baké revient sur le site pour faire ses achats, le système, il peut reconnaître Khalid Baké, et donc cette fois-ci, il ne va pas envoyer de code OTP. Et donc, il va valider automatiquement son achat, donc sans pour autant l'embêter en lui envoyant des codes. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ça, c'est des choses vraiment avancées avec la solution, pas des sécu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça répond à la cible, c'est-à-dire ceux qui sont analphabètes. Donc, en tant que juriste qui n'est pas un expert en informatique, hein, est-ce que ce que vous êtes en train de dire là est un peu loin des cookies? Les cookies, c'est un peu similaire, mais par contre, c'est plus avancé. C'est un peu similaire aux cookies parce que vous avez tout. Et là, c'est vers un niveau extrêmement avancé parce que là, on parle de reconnaître les habitudes du client. Maintenant, en fonction du risque, parce que là, c'est basé sur le risque. C'est ça. Le client, les cookies, donc c'est plus par rapport à vos habitudes de navigation. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais là, c'est par rapport au risque. Mais c'est à peu près la même chose. D'accord. Voilà. Et donc, pour finir juste avec ce point, hein, donc, en gros, ce qu'on appelle les normes PCI DSS à respecter, donc si c'est la banque ou l'agrégateur, mettre en place aussi des solutions de sécurisation du site web donc, pour faire face aux attaques de type e-skimming ou le digital skimming, les attaques de type SQL, injection, etc., pour vous voler les informations, par exemple les cartes. L'autre aspect aussi, c'est par rapport à l'implémentation de la solution 3D Secure. Maintenant, si vous êtes sur la version V1, c'est pas mal, mais idéalement, il faut être sur la version V2. Voilà. Merci, monsieur. Oui, pour cette excellente intervention-là. Donc, si on peut retenir en fait que voilà, donc pour protéger en fait les informations essentielles du client, il faut obligatoirement avoir des normes aujourd'hui. Ces normes-là, vous avez parlé de PCI DSS, en fait, qui est une norme de certification qui permet de sécuriser en quelque sorte l'information. Hein. Donc, je voulais même tenter de vous titiller un tout petit peu en vous disant quelle est la différence entre cette norme-là et la norme 27001. Voilà, donc, qui est gain de 2000 aujourd'hui. Nous, en tant qu'hébergeur de la plateforme boutique 221, on est certifié 27001 sécurité de l'information. Hein. Donc, et là, j'ai entendu parler de PCI-DIC, donc qui veut dire que voilà, donc il s'agit de la sécurité de l'information. Donc, je voulais un peu savoir, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ces deux normes-là pour que ceux qui nous écoutent puissent voilà, donc faire le distinguo entre ces deux normes-là. Donc, peut-être que oui, vous laissez le temps de développer avant d'en venir à Mme Baké. Hein?
D'accord, ça va. Celle dont vous parlez, c'est par rapport à la sécurité de l'information. Là, c'est un peu similaire, mais par contre, PCI DSS, c'est par rapport à la sécurité, la sécurité IT, en fait, c'est-à-dire les plateformes, l'infrastructure, mais surtout la partie opérationnelle. Donc, c'est plus détaillé. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ça la Oui, différence. d'accord. Donc, je pense que le distinguo ou la différenciation est extrêmement important. Donc là, il s'agit en fait de la sécurité de l'information. Donc là, il s'agit de la sécurité IT, hein. Donc la sécurité des... Mais si on fait, je pense que la différence n'est pas énorme, hein. Donc, Madame Baké, on va venir directement à Madame Baké. Donc, Madame Baké, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous parler de, en fait, comment la transparence des politiques de retour, de remboursement et de la protection des données peut renforcer la confiance des clients dans une boutique en ligne? Donc, si vous voulez, je peux répéter ou bien c'est bon? C'est bon, c'est bon. Bon, en effet, la transparence des politiques de retour et de remboursement peuvent renforcer vraiment la confiance de nos clients dans la mesure où c'est une politique la politique de retour est une levier importante de la satisfaction du consommateur. Je m'explique. En fait, si le client prend, par exemple, la vente en ligne a une réputation, par exemple, les gens ils disent que ce que vous montrez sur les sites e-commerce ou bien les plateformes, les réseaux sociaux ou bien sûr, même sur la vente en ligne sur WhatsApp, ce que vous montrez, ce que vous avez l'habitude de montrer ne semble pas exactement ce qu'on m'a livré. Ça, c'est un débat que nous tous, on a déjà entendu. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un levier important de la satisfaction du consommateur. Parce que si la livraison est faite et que le client trouve que ce qu'on lui a montré sur le site ou bien ce qu'on lui a montré sur l'application n'est pas conforme ou bien ne ressemble à rien ce qu'on lui a vendu, pour moi, le fait de l'appeler et de le proposer de le retourner, juste cela, c'est quelque chose en fait. Ça prouve au client qu'on se met à sa place et qu'on comprend son insatisfaction. Et que là, pourra vraiment revoir s'il y a un manquement de notre part, ou bien s'il y a un manquement au niveau de la logistique de la société, ça va nous permettre de retravailler. Tout dépend maintenant de la façon dont on prend en contact avec les clients. Je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Par exemple, si un client est insatisfait, si on lui livre un produit qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on lui a montré ce qu'on lui a montré en ligne, maintenant, ce qui va compter plus, ou bien ce qui va plus, je ne parle même pas de la satisfaction. Avant de parler de la satisfaction, il faut déjà parler du contact que tu auras avec le client. Si le client a envoyé un email de retour d'insatisfaction, ou bien si le client a rappelé à la société pour dire que oui, ce que vous m'avez montré n'est en rien ce que j'ai vu sur la ligne, la réponse que vous devez donner en première lieu, c'est-à-dire la réponse que celle ou celui qui est dans le standard, qui va répondre, c'est ce qui compte en première lieu. C'est-à-dire de gérer cette insatisfaction-là. Vous me comprenez? Maintenant, ça, c'est la première. Maintenant, ça, c'est la première chose, comme je l'ai dit. La deuxième chose, c'est d'essayer de voir comment ne pas perdre ce client-là. Avant de parler de politique de retour, c'est-à-dire de lui proposer quelque chose, avant d'accepter le retour du produit. Parce qu'on ne peut pas dire oui, on va créer une politique de retour juste pour satisfaire la cliente. Il y a des aspects qu'il faut travailler déjà. Lorsque vous parlez de politique de retour, excusez-moi, quand vous parlez de politique de retour, est-ce que vous n'êtes pas en train de parler de la réglementation en même temps? Parce qu'aujourd'hui, la réglementation a pris en compte aussi le client qui n'est pas satisfait et qui veut retourner son produit. Oui, mais avant d'accepter le retour du produit, on doit faire la rétention niveau 1. Avant d'accepter le retour du produit même, on doit faire la rétention niveau 1. Il y a ce qu'on appelle l'échange. L'échange qui doit passer avant le retour. Si le client est insatisfait du produit qu'on lui a livré, on doit déjà lui proposer d'échanger le produit, de lui trouver. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est la vente en ligne. Il y a des boutiquiers qui s'inscrivent sur notre plateforme. Du moins, c'est le principe de Magipass. Il y a des boutiquiers qui s'inscrivent sur la plateforme. Ce n'est pas un seul vendeur qui vend le même produit. Il y a plusieurs vendeurs qui vendent les mêmes articles. Maintenant, si toutefois un client est là, il dit qu'il n'est pas ce qu'on lui a livré, si on reçoit déjà la commande, on contacte le vendeur, on lui explique qu'il y a une commande à livrer, le vendeur il livre ou bien c'est la société qui livre, peu importe. La livraison est faite, ce n'est pas ce qu'il attend. Ce que je vais faire,
c'est que je vais déjà régler le problème de la commande. Je vais lui trouver un autre fournisseur qui va me donner le produit que ma société va déjà vérifier avant qu'il le livre au client. Maintenant, ça va se faire dans les délais aussi. Parce que je ne peux pas accepter juste un retour sans condition. Si le client est insatisfait, je trouve déjà quelque chose pour le satisfaire. Parce que ça, c'est l'image de la marque de la société. Maintenant, si les deux conditions maintenant ne marchent pas, le fait de le proposer un autre article, ou bien de le proposer qu'un livreur vienne à la minute, ou bien sous 24 heures, échanger le produit, si ça ne marche pas, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter le retour sous condition de 14 ou 7 jours. Ça dépend. Maintenant, cette politique de retour-là, il peut être un levier, comme je l'ai dit tout à l'heure, très important, dans la mesure où le client, il sait là où il a mis son argent. Parce qu'il va se dire, au pire des cas, si le produit, je ne l'ai pas abîmé, la société va le reprendre. Donc, il y a un lien de confiance qui s'installe déjà là-bas. Parce que moi, quand je dépense mon argent, je me dis, ouais, quand je vais dans une boutique, n'importe où, qui ne soit pas dans mon entourage, je trouve quelque part quelque chose dont j'ai besoin, je l'achète, après le vendeur, il part, et puis moi, je pars. Il n'y a pas cette confiance-là. Alors que cette société-là, vous savez que c'est une société qui existe bel et bien, et que le produit, si je ne l'abîme pas, je pourrais tranquillement le retourner sans souci. Pour la transparence maintenant, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas juste écrire une politique de retour et puis le mettre sur un site web qui va installer la confiance. Il faut déjà travailler sur les textes. La longueur du texte compte énormément parce qu'il y a des sites e-commerce qui mettent des textes que le client, quand il commence à lire, il va se dire, il va même se fatiguer en fait, si vous me permettez. Il va se fatiguer, il ne va pas lire ou bien il va se dire que ces gens-là, ils essayent juste de m'amadouiller. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou bien. En fait, la confiance s'installe déjà sur le texte, sur la façon de répondre au client. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si toutefois le client se sent à l'aise et qu'il a l'habitude d'acheter quelque part et qu'il sait que c'est des gens qui n'hésiteront pas à rembourser le montant, ou bien à rembourser, ou bien à essayer de trouver même ce qu'il essaie de chercher à la base. Parce que lui, ce qui l'intéresse le plus, ce n'est pas le retour, mais c'est de trouver le besoin qu'il a, de satisfaire de trouver le produit qu'il cherchait en fait sur le site. C'est vraiment le point le plus essentiel pour le client. Ce n'est pas le retour, mais de trouver quelque chose. Pour moi, avant de parler de retour, on doit déjà faire la rétention du client. Parce que si un client entre sur un site, il achète quelque chose une fois, on instaure la politique de retour. On lui dit que si le produit ne marche pas, on essaie toujours de retourner 2 à 3 reprises le client, même si la politique de retour était écrite par le plus grand, je ne sais pas, intellectuel du monde, il ne va plus accepter d'acheter sur le site. Ça, c'est clair. Parce qu'il va se dire tout le temps, ce qu'il montre sur le site, ce n'est pas ce qu'ils vendent. Ce n'est pas ce qu'ils vendent. Moi, ce sont mes principes, en fait. Ce sont mes principes. Avant de parler de politique de retour, on doit déjà essayer de trouver le produit qu'il faut pour le client ou bien la cliente. Vous, en tant que responsable de cette plateforme-là, est-ce que vous avez eu des cas concrets de retour de produits? Parce que là, si on vous entend, vous dites que voilà, donc votre priorité, c'est d'instaurer la confiance du client. Donc, pour lui proposer 2 options, d'abord, soit un autre produit ou bien essayer de changer le produit, hein, ou de lui proposer autre chose. Hein. Non, mais est-ce que vous, à votre niveau, il vous est arrivé un cas pareil, un cas d'école, voilà, donc par rapport à ces retours de produits-là? Oui, j'en ai eu des cas. Ça, je ne peux pas le nier. J'en ai eu des cas. Il y a beaucoup de cas où les clients retournent, surtout les gens qui n'habitent pas au Sénégal, les Modou et autres. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut échapper à cette politique-là. On ne peut pas échapper à la politique de retour. Ça, c'est clair. C'est un aspect important. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas important. Mais moi, pour moi, ce n'est pas le plus essentiel pour satisfaire le client. J'ai déjà eu des cas, comme vous l'avez dit, de retour de produits, mais c'est des cas où je n'ai pas pu retenir le client. Moi, toujours, ce que je dis à mes agents, c'est que quand le client appelle quand le client appelle après livraison, c'est qu'il y a 2 cas. Soit il est insatisfait, soit il est satisfait. Maintenant,
Si vous faites la rétention niveau 1, il refuse. Vous faites la rétention niveau 2, il refuse. Ne forcez pas. Ne forcez pas. On lui dit tout simplement, vous pouvez garder le produit d'ici 14 jours, sous 14 jours. Le délai, c'est 14 jours. Si toutefois vous ne retournez pas le produit, on ne pourra malheureusement pas le reprendre. Maintenant, avant l'achat maintenant, je vais essayer de vous expliquer les points essentiels du retour. Parce que même avant l'insatisfaction que j'explique aux clients sur le site, les points essentiels d'une politique de retour, avec beaucoup de transparence maintenant. Avec beaucoup de transparence, je ne cache rien, je suis totale et claire. Je dis clairement que si le produit est livré et qu'il y a quelconque chose qui ne vous arrange pas ou qui ne vous intéresse pas, essayez de le retourner sous 24 heures. Bien sûr, il y a des cas où c'est un peu compliqué parce qu'il y a des clients qui achètent quelque chose, qui le portent même parfois et puis qui essaient de le retourner. Ça, on le trouve n'importe où. Donc, s'il n'y a pas de règlement ou bien s'il n'y a pas de prérequis, il y en a qui abuseront. Moi, d'après moi, c'est pas la politique de retour qui installe la confiance ou bien qui installe pas la confiance. Honnêtement, c'est mon point de vue en fait. C'est mon point de vue. Merci, Madame Baquet. Donc, je pense que c'est une intervention qui est assez osée parce que lorsqu'on dit remboursement, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre préoccupation tourne autour de la clientèle et je pense que c'est excellent parce que, voilà, donc, votre sacerdoce aujourd'hui, c'est d'instaurer en fait la confiance du client. Que vous ne puissiez pas perdre le client, mais que demain, si le client n'est pas satisfait, vous avez la possibilité de lui proposer un autre produit qui soit à hauteur de ses besoins, ou bien lui proposer un autre produit. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la loi a été très claire sur certains points et vous allez même au-delà de ce que dit la loi. Et je pense que c'est des aspects que la loi doit prendre en compte parce que la loi dit que voilà, donc vous avez la possibilité de vous rétracter, de dire non sans aucun motif et sans pénalité. Ça veut dire que vous avez la possibilité de retourner le produit et de ne donner aucun motif. Voilà. Donc, mais vous allez au-delà en disant que voilà, donc vous proposez un autre produit au client où vous essayez de voir en fait quel est son besoin. Et je pense que c'est ça l'objectif en fait du e-commerce. C'est que la personne n'a pas la possibilité de voir le produit, mais voilà, donc, aura la possibilité derrière de retourner et d'être satisfait. Merci, Madame Baquet, pour cette excellente intervention. Bon, Donc, je vais retourner à... Oui, oui, allez-y. faire encore quelque chose, si vous me permettez. En fait, moi, Allez-y, allez-y. Je ne vais pas au-delà des lois, bien au contraire. En fait, ce que je fais, ce n'est pas du forcing. C'est ce que je dis tout le temps à mes gens. Ne faites pas de forcing. Mais on peut utiliser un langage stratégique, même si le client a appelé avec insatisfaction. On peut utiliser un langage stratégique jusqu'à ce que ce même client-là achète ce dont il a besoin encore une fois. Il a le droit de se rétracter, ça c'est clair et on le sait tous. Maintenant, comme j'ai dit, ce n'est pas du forcing. Même dans les rues, quand vous vendez quelque chose, si quelqu'un n'en a pas besoin, vous avez la possibilité de le retenir, mais avec un langage stratégique. Pas de forcing, ni rien du tout. Considérez la personne comme si c'était vous-même. Considérez que c'est vous-même qui avez besoin de quelque chose. On se met à la place du client, on se met à la place du client qui a un besoin. Par exemple, quelqu'un qui doit se marier demain ou après-demain, il a besoin d'une robe de mariage. Le site lui dit, oui, sous 48 heures, je vais vous livrer. À la livraison, il trouve que ça, ce n'est pas vraiment ce dont j'avais besoin. Est-ce que vous pensez que la politique de retour peut satisfaire ce client-là? Non, je ne pense pas, moi, personnellement. Donc, lui offrir quelque chose d'autre, peut-être, serait la solution pour lui. Ce n'est pas juste l'argent qu'on gagne, ce n'est pas juste la commande qu'il a passée ou bien le fait que le vendeur vende quelque chose, mais c'est une question, pour moi, de courtoisie, c'est une question personnelle, c'est une question aussi de se mettre à la place de la personne qui a fait confiance à la marque du Magifas et qui a laissé tous les autres plateformes et qui s'est dit que ici je pourrais trouver mon besoin. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole, mais c'était quelque chose que je devais apporter à ma thèse.
Oui, exactement. En fait, c'est pas du forcing, hein. Je suis pas en train de... Donc, je dis que vous allez au-delà de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi, c'est la volonté des parties, hein. Donc, la loi dit que vous pouvez ne pas négocier, le client peut ne pas négocier. Mais aujourd'hui, l'élément prioritaire de la loi, c'est d'aller en négociation sur toute chose. Même avant d'aller en contentieux, la loi voudrait qu'on négocie. D'abord, dans tout contentieux, la loi privilégie d'abord la négociation. C'est pour cela que je dis que vous êtes allé même au-delà de la loi, parce que la loi ne dit pas qu'il faut aller vers la négociation, mais la négociation est l'élément en fait prioritaire aujourd'hui dans toute chose. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le droit commercial, ce qui est préférable, c'est de garder la clientèle. Et ce que vous faites est d'autant extraordinaire parce que ça permet de fidéliser le client en lui proposant en fait d'autres gammes de produits. C'est ce que je voulais un peu développer, hein. Donc, merci, Madame Baquet. Donc, je vais revenir à Monsieur Traoré par rapport à la sécurité. Donc, pour lui demander, en fait, la question est de savoir comment les avis et les témoignages des clients peuvent-ils influencer la sécurité d'un nouvel acheteur envers une boutique en ligne. Monsieur Traoré, est-ce qu'il est là? Monsieur Traoré. Je le vois en ligne, hein? Peut-être qu'il est en train de somnoler. Peut-être qu'il s'est juste déplacé. Peut-être que son micro est fermé. Si, regarde, monsieur Traoré, regardez si votre micro est ouvert. Donc, s'il n'est pas là, on va directement voir avec monsieur Pouy le temps de le retrouver, hein? Donc, monsieur Pouy, on va s'attaquer à la deuxième question. Donc, aujourd'hui, quels sont les moyens efficaces pour éduquer en fait les clients sur les meilleures pratiques de sécurité en ligne, notamment la création de mots de passe forts et la détection d'emails de phishing? En fait, quels sont les moyens efficaces pour éduquer ces clients-là? Merci, Baba. Alors, ce point, il est intéressant, hein, parce que souvent, les cas de fraude arrivent, donc si on est vraiment négligent vis-à-vis des informations liées à la sensibilité de la carte ou quand on les égare. Parce que souvent, ce qu'on raconte, c'est que les gens exposent leur carte et du coup, après, ils peuvent subir ce qu'on appelle des cas de fraude en ligne. Donc c'est très répandu, hein. Donc, sur la partie monétique, on enregistre presque 70% de cas de fraude seulement sur la partie en ligne. Et le reste, c'est par rapport au cas de fraude GAP, etc. Bien que c'est très rare. Maintenant, peut-être ce qu'il faudrait recommander, c'est plus par rapport à la sensibilisation. Donc, il faut que les clients aujourd'hui apprennent à sécuriser les cartes bancaires parce que c'est personnel et les informations sont très sensibles. Donc, je te donne un exemple. Si aujourd'hui, vous lavez votre voiture, par exemple, donc vous laissez la carte dans la voiture, bah, ceux qui lavent, ils peuvent la subtiliser. Ou parfois même, c'est des gens qui connaissent. Hein. Donc, lorsque vous êtes dans les grandes surfaces comme Auchan et autres, c'est un peu de pub. Donc, lorsque vous réglez, il est important de veiller à bien regarder la carte et ce que fait l'agent sur place parce que souvent, ils subtilisent les informations des cartes ou parfois ils les insèrent dans ce qu'on appelle des devices de skimming. C'est des équipements, donc, ils passent juste la carte, ils effleurent en une seconde ou deux et ils peuvent récupérer les informations de la carte. Maintenant, ce qu'ils récupèrent, c'est quoi? C'est la Ça veut dire qu'ils peuvent en même temps récupérer le mot de passe. Le code CVV2, parce que sur les opérations en ligne, on ne parle pas de mot de passe, mais on parle du code CVV2. Donc, ils le récupèrent aussi en même temps. En fait, c'est ça le danger, parce que ce qu'il faut retenir avec la fraude en ligne, c'est que moi, si je vole votre numéro de carte et la date d'expiration, seulement avec ces deux informations, je peux faire une opération. Je vois votre carte. Maintenant, si j'ai le code CVV2 qui se trouve derrière la carte, donc là, c'est mieux, en fait, pour un fraudeur. Et donc, si là, ces trois informations-là en sa
possession aujourd'hui. Donc, excusez-moi, monsieur Pouy, est-ce à dire qu'aujourd'hui, même sans avoir le mot de passe, juste avec les éléments dont vous venez de citer, on peut frauder sur la carte? Oui, absolument. Après, c'est en deux phases parce que, bon, je dirais oui et non, parce qu'aujourd'hui, je pense que les systèmes sont vraiment avancés, les règles énormes, ainsi que les réseaux. Ils ont appliqué ce qu'on appelle la solution 3D Secure. Donc, c'est ce que j'avais expliqué auparavant. Et donc, cette solution-là, aujourd'hui, elle concerne à la fois ceux qui sont sur l'activité acquéreur, c'est-à-dire les sites, et aussi au niveau des émetteurs, c'est-à-dire ceux qui émettent les cartes. Et donc, aujourd'hui, il faut que la carte soit en phase 3D Secure. Le site aussi, il faut qu'il soit en phase 3D Secure. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, si c'est le cas, si les deux sont 3D Secure, un fraudeur, il ne peut pas faire de faute sur ces sites-là. Donc, sur ce cas de figure-là spécifique. Vous voyez un peu? Parce que si une opération est enclenchée sur une carte qui est 3D Secure et un site qui est 3D Secure, bah, il va y avoir ce qu'on appelle une authentification via OTP. Donc, le OTP, c'est le code SMS envoyé au client par SMS. Et donc, le SMS, il est envoyé au client. Donc, sur son smartphone à lui. Vous voyez un peu. Donc, le fraudeur, il ne va pas recevoir ce code SMS et du coup, il va abandonner cette transaction. Et donc, il n'y aura pas de faute. Okay. Maintenant, le second aspect, donc ce dont je parlais, dans le second aspect, c'est possible de faire un cas de faute sur ce cas de figure-là, c'est qu'aujourd'hui, si une des deux parties, c'est-à-dire le site ou la carte, il n'est pas 3D Secure, dans ce cas-là, le fraudeur, il peut faire la faute parce que ça va être redevenu systématiquement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'il n'y aura pas d'authentification entre les deux. Et donc, le code OTP ne sera pas envoyé. Donc, cette opération-là, elle ne va pas être une opération sécurisée, comme ce sera juste une opération en ligne standard. Et dans ces cas de figure-là, c'est là où se trouvent presque 90% des cas de fraude en ligne, parce qu'il n'y a pas d'authentification forte. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important de bien sensibiliser les clients par rapport à la sensibilité de la carte en question. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, si vous allez au niveau des grandes surfaces, vous payez, etc., dans des hôtels, il faut bien regarder ce que fait l'agent avec votre carte. Et lorsque vous allez aussi au niveau des CAP, des ATM, donc vous les retirez de l'argent, vous vérifiez aussi le dispositif des CAP, est-ce qu'il n'a pas été modifié, parce qu'il y a des fraudeurs, ils posent des équipements de skimming. Donc, ces équipements-là vont récupérer les informations de la carte. Et quelles informations vont être récupérées? C'est le numéro de la carte, la date d'expiration et le code CVV. Maintenant, là-haut, c'est très dangereux. Donc, M. Pouy, est-ce à dire qu'on doit même être, excusez-moi, je voudrais juste m'appuyer sur ce que vous venez de dire avant de rater le fil. Donc, est-ce à dire que même on doit être même vigilant avec les agents, en fait, qui se trouvent au niveau de Brioche Dorée, si je peux m'exprimer ainsi, ou de Auchan, qu'on donne la carte pour, comment dirais-je, effectuer la transaction. Est-ce à dire que ces personnes-là ont même la possibilité de copier les données qui se trouvent au niveau de la carte? Ah oui, ah oui. Donc, la vigilance, en fait, doit être de bout en bout, en fait, que ça soit au niveau des riverains, que ça soit dans la rue, mais aussi dans les centres ou dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces, partout. Hein? Parce que moi, je ne savais pas que ces personnes-là avaient la possibilité de frauder sur la carte. Si, parce qu'aujourd'hui, il y a un cas de fraude appelé le revenu sharing fraud. Le revenu sharing fraud. C'est quand on se partage le butin de la fraude, en fait. C'est comme ça que ça se passe. En anglais, ils disent revenu sharing fraud. Et comment ça se passe? Souvent, les agents en question, ils travaillent avec les fraudeurs. Vous voyez ce que je veux dire? En quoi fraudant? Si aujourd'hui, Khadim, il vient, par exemple, dans une grande surface, donc il donne sa carte, il veut régler une facture de 100 000 francs, l'agent, il passe la carte de Khadim sous un autre type d'équipement en bas avant de passer ça sur le TPE officiel de paiement. Voyez un peu. Et donc, en fin de journée, cet équipement aura récupéré les informations de la carte subtilisée. Et ces informations-là vont être envoyées au fraudeur. Donc, il n'est pas forcé de les envoyer physiquement. Hein. Par exemple, le vrai fraudeur, il peut être à l'étranger. Et donc, cet agent-là,
Ils l'écrivent via WhatsApp, Facebook, Skype, etc. Ils tracent un deal entre eux. Et donc, en fin de journée, cet agent, il leur envoie les informations récoltées durant la journée. Il faut envoyer ça par mail, hein, ou texte, etc. Maintenant, le vrai fraudeur, après avoir réceptionné ces informations-là, il passe au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il va récupérer ce qu'on appelle des cartes inertes. Donc, ça fait référence aux cartes, par exemple, de fidélité au niveau des stations, etc. Mais c'est en quelque sorte une carte bancaire, mais c'est seulement une carte à piste. Je ne sais pas si vous connaissez les cartes à piste. Des cartes sans la puce, au fait. Et dans ces cartes-là, aujourd'hui, si vous allez au niveau de l'autoroute à péage, ils vous remettent des cartes. Donc, je parle de ces genres de supports-là. Donc, c'est des supports inertes. Donc, parfois, c'est valide, mais ils vont écraser les informations se trouvant sur cette carte inerte-là, et puis ils vont y écrire les informations des cartes volées. Vous voyez un peu. Et donc, après avoir fait ça, aujourd'hui, ils peuvent faire des retraits sur des gaps. Donc, si jamais ils ont votre code. Mais ce qui est facile vraiment avec eux, c'est qu'après avoir volé vos informations au niveau des grandes surfaces, ils peuvent aller directement sur des sites en ligne, ils renseignent le numéro de la carte, la date d'expiration et le CVV, ça va marcher. Donc, si jamais le site il n'est pas 3D Secure, l'opération Ben, va passer. si c'est pas une carte 3D Secure, Oui, c'est ça, en fait. si j'ai bien compris. Exactement. En fait, c'est ça le gros risque. Maintenant, ce qu'il faut retenir en résumé, c'est qu'aujourd'hui, la fraude, elle est répartie. Par exemple, je dirais 90% des cas de fraude aujourd'hui se trouvent sur des sites non 3D Secure. C'est pourquoi il est recommandé par rapport aux agrégateurs, aux sites, aux marchands et aux émetteurs de cartes. Il est recommandé d'être sur la plateforme 3D Secure. C'est extrêmement important. En fait. Ça réduit la fraude presque à 70%, presque à 100%. Maintenant, l'autre aspect des cas de fraude, c'est par rapport au site 3D Secure. On peut reconnaître aujourd'hui, Abdou Karim, comment on peut reconnaître une plateforme 3D Secure pour quelqu'un qui n'est pas un expert dans ce domaine? Supposons que quelqu'un qui soit un profane, qui entre dans une plateforme, comment il peut reconnaître que cette plateforme-là est de sécurité 3 et à un niveau de sécurité 3D Secure, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, d'habitude, les sites le marquent juste en bas de la page. Ils te mettent 3D Secure Ready ou ils te mettent Mastercard Secure. Si vous voyez ces deux insignes en bas de chaque site web, ça veut dire que ces sites-là, ils sont 3D Secure. L'autre aspect c'est en quelle sorte un label? Un label, voilà. Je n'ai pas les images, mais sinon je les aurais envoyées. Mais ce qu'il faut retenir, à chaque fois que vous allez sur un site, regardez en premier, est-ce que c'est un site HTTPS? Ça, c'est extrêmement important, hein, parce que sinon, vous allez vous exposer à des cas de fraude. C'est comme si vous remettez votre carte à un fraudeur directement. Donc, il ne faut jamais aller sur un site où ce n'est pas HTTPS, avec le cadenas juste à votre bouche. Si vous voyez ça, c'est que d'emblée, ce site, il est sécure. Il est censé être sécure hein, dans les normes. Maintenant, deuxième chose à vérifier aussi, regardez juste en bas du site si vous avez des insignes, donc c'est des genres de logos, hein, donc ils mettent 3D Secure Ready, côté Mastercard, ils vous mettent Mastercard Secure. Et quand vous voyez ça, a priori, c'est bon. Après, par rapport au phishing, parce qu'aujourd'hui, le phishing il est extrêmement répandu, hein, donc c'est même la source même du vol de donner des informations sensibles. Donc, c'est ce qui nous amène au cas de fraude. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il faut vérifier les emails douteux. Parfois, les fraudeurs, ils sont vraiment ingénieux. Ils préparent des mails, par exemple, ils peuvent simuler, par exemple, un mail officiel d'un gestionnaire au niveau de votre banque. Donc, ils recopient exactement les mêmes informations de la banque, le logo et tout. Ils vous envoient des informations. Par exemple, ils vous disent, Radim, je suis votre gestionnaire et j'aurais besoin de vous authentifier parce qu'on est sur une optimisation de nos process en interne, de fiabilisation des informations des clients, etc. Envoyez-moi ces informations. Et dans les informations souvent demandées, ce qui revient le plus, c'est le numéro de la carte. Ils demandent ça souvent, la date d'expiration, le code CVV qui est derrière. Parfois, ils te demandent des codes, etc., le numéro de ton compte. Ces informations-là, il ne faut pas essayer vite. Moi, ce que je recommande, c'est souvent, par rapport à ces cas-là, il faut appeler
des personnes en relation avec l'entreprise à laquelle le mail est censé provenir. Donc, si c'est votre banque, vous appelez directement votre gestionnaire, vous vous dites est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce mail-là, etc. Et du coup, après, il va vous demander de lui envoyer. Maintenant, après, ils envoient ça souvent au RSSI, le responsable des risques de sécurité sur cette information. Donc, c'est eux qui sont à même de vous dire est-ce que ce mail-là est fiable ou pas. Deuxième aspect aussi, je pense que même récemment sur LinkedIn, hein, moi-même, j'en ai subi un cas, bien que je n'ai pas appuyé sur le fichier. Donc, c'était un gars, il avait un profil LinkedIn qui est normal et tout. Il me fait un mail, il m'écrit directement en me disant qu'actuellement, ils sont sur un projet, je ne sais plus, d'ordre opérationnel, etc. Et qu'il y avait un fichier à ouvrir. Il me dit que dans ce fichier-là, il y a les détails. Mais je ne l'ai pas ouvert parce que moi, je connais. Mais par contre, si c'était un autre, par exemple, ceux qui sortent franchement des écoles, qui sont à la recherche d'emploi, etc., de projets, ils vont appuyer directement sur le fichier. Et ces fichiers-là, souvent, ils s'attaquent directement à votre ordinateur ou à votre équipement, le téléphone, par exemple. Et c'est comme ça que les informations sont subtilisées aujourd'hui, sont volées et sont revendues. Vous avez votre carte, vous avez... C'était en fait un fichier corrompu. Un fichier... C'était un fichier corrompu. Oui, en quelque sorte. Bien... Souvent, c'est des fichiers PDF ou des fichiers Word ou des images au format GIF ou PNG, parce qu'ils peuvent encoder du code là-dessus. Et quand vous l'ouvrez, automatiquement, il relâche ce qu'on appelle, par exemple, des worms, donc c'est des sortes de virus, espions, etc. Et ces virus-là, aujourd'hui, ils peuvent récupérer vos informations d'une manière vraiment indétectable. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Par exemple, ils peuvent regarder ce que vous faites sur les sites, et quand vous passez au paiement, ils peuvent récupérer les informations saisies au niveau du clavier, du portable. Et donc, si vous êtes sur le site boutique 221, vous rentrez votre numéro de carte, la date d'expiration et le code CVV, ils les récupèrent. Vous voyez un peu. Ou quand vous les copiez sur le presse-papier, ils peuvent accéder au fichier source même du presse-papier et recopier les informations et les envoyer sur un serveur distant. Et donc, ils ont vos informations des cartes. Et quand ils ont ça, aujourd'hui, ils peuvent faire de la fraude. Mais en résumé, vraiment, en résumé, des clients, il faut qu'ils fassent beaucoup attention à la carte. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de carte aujourd'hui, il n'y a pas d'achat en ligne. On est d'accord. Et donc, il n'y aura pas d'activité en ligne. Bien sûr, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les e-wallets, etc. Mais la base aujourd'hui, c'est la carte. Donc, si on réussit à sécuriser la carte, en quelque sorte, on va sécuriser Oui. Et donc, je disais, si on réussit à sauvegarder les informations sensibles de la carte, en quelque sorte, on aura évité les cas de fraude et les risques. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres Merci, M. Koui. Merci. Je pense que c'est assez clair, mais moi, j'ai appris énormément. Hein. Donc, juste pour faire un peu, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je serai obligé d'ouvrir un peu ce panel aux participants. Si vous avez des questions, voilà, donc vous pouvez les poser. Donc, Madame Baké est là, qui pourra répondre aussi de tout ce qui touche en fait au e-commerce. Donc, et Monsieur, comment dirais-je, Pouy, qui gère un peu le volet monétique. Et il y a, comment dirais-je, Monsieur Traoré qui pourra vous expliquer tout ce qui touche en fait à la sécurité des plateformes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser directement parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Je pense qu'il nous reste juste 10 minutes ou 15, le temps de fermer ce panel-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein? Oui. Allô? Monsieur Traoré. Oui, Monsieur Fall, excusez-moi, j'avais un souci avec le micro. Si, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je pensais que voilà, donc vous étiez en train de somnoler un peu. Non, du tout. J'étais même obligé de changer d'appareil. En ce moment, je suis en train de me connecter sur mon téléphone portable. Je vous taquine un peu. Non, je comprends. En fait, au niveau de mon PC, j'ai un souci avec le parole. Donc, on va laisser le panel ouvert donc, pour permettre aux participants en fait de poser des questions si ils en ont. Donc, mais entre-temps, vous aviez une question à répondre. Donc, je ne sais pas si... Oui, effectivement, c'est ce que voilà, donc. Non, c'est bon. Je peux reposer la question si vous voulez. Hein? Bon, non, j'ai compris la question. En fait, j'avais un souci avec le micro, sinon j'entendais la question.
Je m'excuse encore hein, du souci. Ok, Bon, il n'y a vous pas de avez dit souci, que, donc vous pouvez y aller. en fait, lors d'un nouvel achat aussi, bon, pour aussi un nouvel acheteur aussi, bon, on n'arrête pas de se poser les questions, hein, comme on l'avait dit tantôt, si par exemple sur la sécurité de la plateforme, par exemple la fiabilité de l'entreprise, la qualité aussi bon du produit. C'est pour cela que beaucoup d'acheteurs, bon, selon des recherches, même plus de 80% des acheteurs avant de faire des achats, bon, ils partent d'abord consulter d'abord les avis et les témoignages, par exemple, d'autres clients. Bon, ce qui pourrait bon permettre bon à réduire par exemple l'incertitude parce que si on hésite, par exemple, à acheter par exemple, en ligne, si un produit, par exemple, les avis positifs, par exemple, peuvent réduire, on peut dire, l'incertitude. Bon, ça peut être aussi une sorte aussi de réassurance aussi, parce que les avis positifs aussi peuvent aussi euh, permettre aussi, bon, à réassurer aussi, bon, le nouvel acheteur aussi, bon, sur la qualité, par exemple, du produit, ou bien, bon, de l'entreprise e-commerce, ou bien même du vendeur, en quelque sorte. Bon, ça permet aussi bon, de faire aussi, par exemple, des comparaisons. Supposons que, par exemple, sur la boutique, sur la plateforme boutique 220, par exemple, vu que c'est une plateforme multivendeur, il se peut que, par exemple, qu'il y ait, par exemple, deux vendeurs, par exemple, qui vendent, par exemple, le même produit. Bon, à travers les avis, bon, et les avis, on peut dire les commandes de témoignages, bon, ça peut aussi aider aussi, par exemple, le client aussi, bon, à faire aussi un choix aussi. Bon, parce que c'est pour ça que bon, disait Bill Gates que la meilleure des publicités bon, est un client satisfait. Mais cependant, bon, les publicités, les avis et commentaires positifs ont un rôle très crucial aussi dans l'établissement de la confiance. Mais il faut aussi prendre en compte aussi bon, les avis aussi négatifs aussi, bon, parce que c'est en prenant le temps, par exemple, de répondre par exemple, aux commentaires négatifs bon, qui donneront par exemple l'occasion à la boutique, par exemple, ou bien à l'entreprise, par exemple, bon, de donner l'occasion, par exemple, d'apporter une réponse positive aussi, bon, et aussi proposer aussi des améliorations aussi. Bon, cela aussi, bon, ça permet aussi, bon, de prouver aussi que l'entreprise aussi est à l'écoute aussi auprès aussi des consommateurs et aussi l'importance aussi, bon, qu'elle porte aussi, bon, à la relation aussi des clients aussi. Bon, c'est ce que je voulais ajouter en tant que réponse. Merci, monsieur Traoré. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, ou bien pour moi. Donc, si vous avez des questions, là, donc, on peut y aller directement. Au cas échéant, je pense qu'il ne reste plus assez de temps. Donc, au niveau du public, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, donc, au cas échéant, donc, on va laisser aux panélistes le soin de dire leur dernier mot avant qu'on ne ferme ce panel-là. Monsieur Traoré, vous avez un dernier mot à placer. Je vois que Madame Baké a toujours des problèmes de connexion. Donc, peut-être qu'elle va nous rejoindre avant qu'on ne ferme ce panel. Monsieur Traoré, un dernier mot avant qu'on ne ferme. Oui, en tout cas, le dernier mot que j'ai, bon, c'est toujours Monsieur bon. Pouy, donc, Allô? Allô? Oui, monsieur Traoré, allez-y. Oui, je tenais à dire que bon, la confiance, bon, elle est très très importante en termes de la vente en ligne. Oui. Parce que comme je l'avais dit aussi, bon, c'est un facteur clé de succès. Bon, pour ça, maintenant, bon, il y a aussi, bon, il faudra bon, répondre à plusieurs critères pour pouvoir bon, instaurer bon, la confiance entre, par exemple, le vendeur et le client. À savoir aussi, bon, comme on l'avait dit, il faudra bon, mettre, par exemple, service client bon, qui sera à l'écoute des clients aussi, bon, actif aussi, qui prêt aussi à donner aussi toutes les informations aussi. Bon, renseigner aussi les politiques aussi de retour, tout aussi. Malgré que aussi, bon, que c'est difficile aussi de respecter ça au Sénégal ici, parce que nous savons bien que bon, la majorité des Sénégalais, bon, n'ont pas la culture bon, d'acheter en ligne. Vous voyez? Parce que des fois, vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, qui commande un produit juste parce qu'il veut juste commander ou bien il veut juste tester. Et c'est juste, vous voyez même des fois un client qui commande parce qu'il était juste en train, bon, on peut dire, bon, de jouer comme ça. Ou bien un client qui commande aussi le produit aussi. Même si le produit n'a aucun souci aussi, mais lui, bon, vu qu'il a commandé, mais arrivé à un moment, bon, il veut maintenant changer d'avis comme ça. Tout ça aussi, bon, ça pose des problèmes aussi. Mais côté sécurité, bon, côté sécurité aussi, il faudra aussi jouer aussi, bon,
mettre l'accent, bon, ça joue sur, par exemple, les banques aussi, et aussi, bon, par exemple, les entreprises e-commerce, bon, qui acceptent les paiements en ligne. Ça veut dire que, bon, mettre les mesures de sécurité, comme l'a dit si bien monsieur Pouy, par exemple, être conforme au certificat PCI DSS, bon, qui s'applique à toute entité qui traite les données d'une carte bancaire, quoi. Ça veut dire qui traite les données des cartes d'un porteur. Aussi, bon, il y a aussi, bon, peut-être aussi le label aussi 3D Secure aussi, qui est aussi une sécurité aussi de paiement aussi des transactions en ligne. Bon, pour que ça aussi se situe en jeu, il faut que, bon, toutes les deux entités aussi doivent aussi être conformes aussi 3D Secure aussi, à savoir aussi l'acquéreur, bon, l'entité qui accepte le paiement, le commerçant, et aussi, bon, le porteur aussi, ça veut dire que le porteur de la carte aussi. Donc, il faut que la carte soit conforme au 3D Secure, et aussi, bon, la plateforme e-commerce aussi doit aussi conforme aussi à la 3D Secure aussi, pour aussi plus de sécurité. Mettre aussi, bon, le certificat SSL aussi, éviter, bon, beaucoup aussi, bon, sur le skimming. Par exemple, tu peux voir, par exemple, quelqu'un aussi, un pirate, par exemple, peut venir acquérir, pour venir, par exemple, produire le même site, par exemple, que Boutique 221. Il peut produire le même site, mais il peut même juger juste sur le nom de même, par exemple. Là où vous avez mis Boutique 221, lui, il peut mettre Boutique S, par exemple, 221. Bon, l'acheteur, par exemple, lui, sûrement, peut-être ne peut pas, il faut qu'il soit très, très vigilant pour pouvoir distinguer, bon, carrément que c'est ça la bonne place pour lui, ça. Bon, maintenant, si, bon, le pirate, bon, le registre maintenant vers la mauvaise plateforme, donc il va entrer là-bas ces données de carte, donc le pirate pourra utiliser aussi. En tout cas, je vous tenais aussi à vous remercier aussi, bon, de faire aussi, pour le choix aussi porté avant mauvaise personne pour pouvoir participer, bon, à ce panel. En tout cas, je salue l'initiative, hein. C'est une très, très, très belle initiative. C'est nous qui vous remercions, M. Traoré, pour votre présentation et pour les réponses, en fait, qui sont vraiment à la hauteur de nos attentes et même au-delà. Donc, c'est nous qui vous remercions énormément. Donc, M. Pouy, si vous avez la parole pour placer, en fait, un dernier mot avant qu'on a fait. Oui, déjà, je vous remercie par rapport à cette initiative. Hein. Bon, c'est vrai que moi, j'ai parlé de l'aspect gestion du risque sur la partie e-commerce et autres. Donc, c'est un vrai sujet et malheureusement, il n'est pas vraiment valorisé au niveau des entreprises parce que souvent, ce que les entreprises utilisent, c'est seulement l'infrastructure et que ça soit opérationnel. Après, ils lancent. Alors que réellement, ils devraient procéder aux évaluations des risques, à la revue des process, la mise en place des outils de détection de la fraude, etc. Parce que c'est des choses extrêmement importantes. Si jamais vous subissez un cas de fraude sur votre plateforme en ligne ou quand vous êtes une banque, là, vous saurez c'est quoi le risque. Moi, j'ai assisté à des cas de fraude sur lesquels on a vu le montant du préjudice arriver presque à 500 millions de francs CFA. Et ça, souvent, ça a des conséquences au niveau du management. Il y a des têtes qui tombent. Parfois, ça peut même aller jusqu'à l'arrêt systématique d'activité. Voilà, en quelque sorte. Maintenant, juste un dernier point, c'est que ici au Sénégal, il y a une entreprise appelée Global Fraud Management. Donc, c'est des jeunes Sénégalais. Hein, ils sont spécialisés justement par rapport à ça, la gestion du risque et de la fraude monétique, y compris par rapport au site en ligne, la gestion de la fraude au niveau des cartes, etc. Donc, c'est des Sénégalais. C'était juste un mot que j'aimerais faire passer, un peu de pub pour nos voyants jeunes du pays. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est autorisé. Merci. Merci, M. Abdoukarim. Donc, merci pour cette intervention aussi et pour ces derniers mots qui sont extrêmement importants. Donc, peut-être on va laisser la parole à Mme Baké qui est encore revenue. Mme Baké, on vous laisse la parole. Donc, avant qu'on ne ferme ce panel-là. Mme Baké, si vous nous recevez, voilà, donc, est-ce que vous pouvez voir si votre micro est ouvert? Donc, je vois que Mme Baké n'est pas réactive. Hein? Peut-être elle a un souci toujours de connexion ou un souci de micro. Donc, on est arrivé à terme, en fait, de ce panel-là, donc de ce webinaire qui portait sur la
construction, en fait, la sécurité, comment construire la confiance, en fait, du client par rapport à la plateforme e-commerce. Donc, et aujourd'hui, quand on parle de e-commerce ou de plateforme, on parle plus de notre plateforme, en fait, qui est la plateforme Boutique 221, qui est une plateforme du ministère du Commerce, et nous, Gaïndé 2000, en tant que partenaire technique et représentant du ministère du Commerce et des PME. Et comme je l'avais rappelé tout à l'heure, cette plateforme-là a été conçue dans le cadre de la résilience économique face au Covid et mise en place au Sénégal, donc pour permettre au fait aux commerçants locaux de mettre en fait en ligne leurs produits et de pouvoir permettre aux consommateurs de payer en ligne et d'effectuer en fait les livraisons qu'il faut. Donc, nous vous remercions vraiment pour la qualité du débat qui a été très, très bien, bon, vu en fait le temps qui nous avait été imparti. Donc, la boutique a toujours besoin de personnes ou bien de débatteurs ou de panélistes comme vous pouvez le constater. Voilà, donc l'occasion peut-être nous sera donnée prochainement pour qu'on puisse vous retrouver parce que, voilà, donc on a toujours besoin de ces aspects sécuritaires-là par rapport à la plateforme parce que nous, en tant que Gaïndé 2000, c'est ce que nous faisons. Nous faisons la conception de plateforme. Donc, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le mieux, c'est de sécuriser en fait cette plateforme-là. Donc, la sécurité, comme disent les gens, c'est une affaire de tous. Et quelqu'un disait que la sécurité est extrêmement importante pour la laisser seulement entre les mains des personnes concernées. Donc, c'est une affaire de tous. Merci à tout le monde. Merci pour ce débat. Merci pour les idées. Merci pour les interventions. Donc, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.